Moi, je suis aux États-Unis depuis 2007 et donc on a monté une première société, donc l'image de celle qui existe toujours, en France et après j'ai monté ma société de consulting pour aider les sociétés francophones, parce que j'ai des Suisses, des Français et des Belges principalement, à s'implanter aux États-Unis et à exporter. Donc l'idée, c'est que, vous avez bien fait, quoi. Quand on veut exporter, on tâte le marché, on fait des tests, on noue 1 ou 2 partnerships et après on s'installe sur place parce que exporter dans la durée à partir de la France, vous n'allez pas y arriver. Et après, voilà, ça c'est mon métier, donc j'implante de A à Z. Donc je travaille avec tout un des partenaires, je connais bien Pramex aussi et donc on fait tout donc de l'étude de marché, au business plan, à la recherche de collaborateurs, au visa, compte bancaire, recherche de partenaires, on fait tout. On a mis un network, depuis 15 ans, quoi. Voilà. Donc en fait, mon job, c'est d'aider les entreprises à ne pas se prendre trop de murs, voilà. Selon les États, ils ne sont pas payés de la même chose, hein. On peut passer du simple au double, quoi. Si vous allez en Californie, votre 100 000 $, c'est rien du tout. Vous serez plutôt à 300 000 $, quoi. Ou à New York même, vous seriez plutôt à 300 000 $, quoi. En fait, ça Oui, dépend des États. bien sûr. En Caroline du Nord, ça va être moins cher, vous tournez aux alentours de 100 000. Au Texas, c'est 100 000. Voilà. Mais tout dépend aussi des États, il faut bien voir ça, quoi. Pour un même profil, ça change énormément, quoi. Après, c'est vrai qu'il faut les suivre, hein. J'espère que vous aurez quelqu'un sur place, même, je dirais français. Et je dirais que la méthode, c'est ce que je disais à Delphine, C'est un Fran quand c'est un c'est parce que l'idée, c'est d'envoyer quelqu'un de l'entreprise française et après d'embaucher un business développement américain, parce que personne ne vendra mieux qu'un Américain à un Américain, parce que les Américains sont très américains. Ça, vous avez dû donc c'est ce que vous disiez, quoi. Puis ils connaissent pas le taux de change, ils connaissent pas les banques internationales, voilà. Et puis quand vous avez des stocks, vous, c'est pas un problème de stock, mais en plus ils veulent du service après-vente sur place. Enfin, il y a plein de choses. Et après, pour le management des salariés, vous avez parfaitement raison. Il faut être constamment. En fait, un Américain, c'est un enfant. Donc, il faut être tout le temps derrière lui, pas simplement pour regarder qu'il travaille, mais aussi pour lui dire que ce qu'il fait, c'est bien. Euh, voilà, il faut tout le temps être derrière, il faut les former. Après, ils ont quelque chose de très positif, c'est qu'ils sont prêts à se former. Faut vraiment être derrière constamment. Et ils ont quelque chose de positif, c'est que si un jour vous avez vraiment un coup de bourre, ben, ils vont se mettre eux-mêmes en 3-8, quoi. Ils n'hésiteront pas. Il y a pas ce contexte de dire il faut que je travaille 40 heures par semaine. Non, s'il faut qu'ils travaillent 80 heures par semaine pour finaliser un projet, ce ne sera jamais un problème, quoi. Donc, il ne faut pas oublier, c'est vos assurés. Je ne sais pas comment vous êtes assuré aux États-Unis, mais que ce soit la responsabilité au niveau des locaux, la responsabilité au niveau de votre matériel et votre liability. Faites très attention à ça, il faut bien valider. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le concept de l'assurance est inversé au concept de la France. On vous assure pour rien, sauf pour ce que vous demandez. Donc, si vous oubliez de demander, vous n'êtes pas assuré et vous ne le savez pas. Oui. Donc, faites très attention à bien valider vos assurances. Pareil, votre salarié, faites bien attention. Aux États-Unis, il n'y a pas de contrat. En général, on ne va pas leur faire de contrat, on a une fiche de paye. Malgré tout, il y a un contrat très important, surtout pour les managers, c'est un contrat de NDA et de non-competition, et aussi qui ne doit pas vous prendre vos salariés. J'ai plus le Donc terme, Madame Conservière. NDA, c'est confidentialité. Confidentialité, agrément, non-concurrence et qui ne doit pas vous prendre vos salariés. C'est un contrat qu'il faut faire et qu'il faut le faire bien et le valider avec un avocat. Il ne faut pas le faire à partir de la France, ça je déconseille. Il ne faut pas piquer des contrats tout faits parce que ça, vous allez au mur. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'après, ils peuvent partir avec votre clientèle. Il faut savoir qu'un Américain, comme vous n'avez pas de contrat avec lui, il peut partir du jour au lendemain, quoi. Donc demain, il part, il vous dit au revoir monsieur, il va ouvrir son entreprise, il peut le faire. Donc ce type de contrat est très, très, très important. Voilà. Donc à l'inverse, vous avez un salarié qui ne fait pas le job, ben, vous pouvez lui dire au revoir du jour au lendemain. Voilà. Ça ira pas plus loin.
tape franco-américain parce que les Américains ne savent pas les déclarations qu'il y a à faire en France. Donc, si vous oubliez certaines déclarations, c'est 10 000 $ par formulaire, plus les pénalités. Bah, pour faire les allers-retours, oui, il faut, et puis pour pouvoir manager, pour pouvoir recevoir un salaire. Sinon, bon, on peut toujours recevoir des revenus, hein, mais c'est quand même mieux de, voilà, pour tout ça, il vaut mieux avoir un visa, quoi. Ça donne en plus de la. Tu disais pour les banques aussi, Vanina, pour les Bah, banques. pour les banques, si on a un représentant sur place, mais il faut avoir quelqu'un en qui on a entièrement confiance, quoi, parce que sinon, il faut avoir quelqu'un sur place pour se faire représenter. Ouais. Donc, Ah bah là, c'est notre DG, et c'est vrai que le effectivement. numéro de sécurité sociale, ça ouvre la porte à tout, quoi. Et sans visa, on ne peut pas avoir de numéro de sécurité sociale. Ça, c'est clair. On peut Merci. quand même ouvrir un compte bancaire sans visa. Mais bon, ils ne vont jamais donner de prêt à quelqu'un qui n'a pas de visa. Ça, c'est sûr. Frédéric qui se cache derrière je ne sais pas quoi. Donc, vous, Jérôme, juste pour une dernière chose, vous êtes associé de plusieurs sociétés aux États-Unis qui sont managées par. Non, pas du tout. Enfin, oui, au départ. Alors, oui, au départ, ils ont donné des NIE assez facilement. Et après, très vite, comme le Covid, ça a augmenté. Et puis, en plus, là, on a même les Américains ne comprenaient pas pourquoi ils ont laissé le travel ban parce que la France se débrouillait très bien avec leur vaccin. Donc, on n'a même pas compris. Et donc, non, après, à un moment donné, ils ont donné tellement de conditions pour obtenir les NIE que c'était impossible, quoi. Donc, les Français ne pouvaient pas venir ici, quoi, en visa E2, sauf si vous étiez en carte verte ou citoyen franco-américain. Ouais, C'était les deux seuls qui pouvaient faire les allers-retours. Tu as raison, Thanksgiving, c'est la semaine prochaine. Donc là, les gens commencent voilà, quoi, il y aura pas de. La semaine prochaine va être très lente. Hein, ils ne vont pas travailler de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bon, sauf dans les commerces, etc. Puisque vendredi, ça va être Black Friday, donc là, ça va être la folie. Même si maintenant, les commandes se font beaucoup en ligne. Et après, effectivement, vous allez avoir Noël qui va arriver aux alentours du 20 décembre. Mais malgré tout, quand même, les Américains travaillent tout le temps. Hein. Donc, je dirais que les trois premières semaines de décembre, si vous voulez faire une tournée, vous pouvez très bien la faire. Hein. Ça ne s'arrête pas du tout. Hein. Oui, moi je suis d'accord. Hein. C'est vrai que la semaine prochaine, Thanksgiving, même à partir de mercredi midi, souvent ils décrochent. Voilà. Mais sinon, tout, hein. après, il n'y a pas de raison. Hein. Ils bossent. Hein. Un Américain ne s'arrête jamais. Un Américain s'arrête pour Thanksgiving et la semaine du 4 juillet, c'est tout. Enfin, quand je dis s'arrête, ça diminue un peu, mais ça s'arrête. J'ai plusieurs expériences de VIE aux États-Unis. Il y en a plusieurs. Il y en a 3 qui ont super bien fonctionné. Enfin, j'ai 2 types d'expériences. Il y en a 3 qui ont bien fonctionné avec les États-Unis. C'était quand le VIE était dédié à un client. Donc, en fait, il n'était pas vraiment commercial, il était consultant dédié à un client pour assurer le support. Donc, il y avait quand même une partie fonctionnelle et technique. Ça a fonctionné. J'ai pris un commercial, un jeune, un VIE, quand j'ai réintégré Crystal. On avait commencé comme ça aux États-Unis. Hein. On avait pris un VIE pour faire du commercial. Ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, le gars, pourtant, je le suivais. On lui a mis en place un petit outil CRM pour l'aider à structurer son travail. On l'appelait régulièrement. Alors, il faisait des présentations quand même. Il arrivait à faire 2-3 trucs. Mais en fait, le problème, c'est que le job du commercial, c'est ce que je dis un peu grossièrement, il faut tuer la bête. Au bout d'un moment, il faut signer le contrat. Et ça, cette étape-là, c'est de l'expérience. Et si vous prenez un junior, il n'aura pas cette expérience. Enfin, après, ça dépend. Si vous vendez des chaussettes, des trucs qui sont peu coûteux, peut-être que c'est plus facile. Mais si vous faites des ventes cycle long plus complexes, il faut expliquer le produit, c'est compliqué. Le VIE junior, il ne vous vendra rien. Enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, il ne nous a rien vendu. Il nous a coûté, parce qu'en plus, aux États-Unis, il fallait le loger. Il nous coûtait quasiment en tout à peu près 4 500 € par mois en moyenne pendant
le temps du VIE, je crois que c'était pas Non, loin. Entre 12 et 18 mois. Ouais, non. ouais, 18 mois, un truc comme ça. Et franchement, le bilan, alors, on le logeait, et on lui a trouvé un bureau, il était hébergé chez l'un de nos clients. C'était le deal hein, avec le client, voilà. Donc ça, on l'a pas, ça on payait pas. Mais le gars, finalement, c'est un junior. Le junior commercial, il sait rien faire, faut pas rêver. Peut-être. C'est en phase avec ce que, en fait, c'est ce que je réponds depuis 2 ans à Business France, Ah oui, oui, là, je comprends. Ouais. mais à qui je dis que le commerce sur nos marchés ne peut pas se faire avec un junior. Ouais. Moi, je cherche Et plus. puis après, j'ajouterais, Mathieu, qu'un Américain vendra beaucoup mieux à un Américain. Ah bah oui. Ça, je bah, peux vous le dire. nous, ça n'a pas. Donc, et il saura où taper, quoi dire. En Ouais. plus, embobiner les gens, c'est ce qu'ils savent faire. Par contre, et vous amener jusqu'au contrat, jusqu'au bout. Un VIE, il n'y arrivera jamais. Jamais. Par contre, un VIE, nous, on en a régulièrement, pour gérer le quotidien, pour répondre, il sera pas mal. Il sera bien même. Pour Oui, ou de la DV, quoi. pour gérer un Ouais, back-office, pour gérer de la DV. Ou, voilà. Exactement, il sera bien. C'est des petits jeunes qui sont performants, qui en veulent, et ils sont bien. Mais pour lancer sur le commercial, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, mais On est d'accord. Ah non, mais je voulais Ce que je vais vous proposer, c'est Donc, en fait, Enovea, on est une société qui est positionnée sur 4 secteurs d'activité, sur l'assurance, là ça va, tout le monde comprend, sur l'industrie, le service et aussi sur la haute finance et spécifiquement sur les marchés dérivés. Donc, on peut se demander pourquoi, en fait, une société normande est positionnée sur les marchés dérivés. En fait, c'est un marché historique chez nous. Enfin, c'est un marché sur lequel on avait acquis connaissances fonctionnelles, techniques et surtout l'écosystème des personnes qui œuvrent sur ce secteur d'activité qui est vraiment une niche, hein, les marchés dérivés. Et en fait, on avait historiquement créé en 98 une première société qui s'appelait Emos, que l'on a vendue d'ailleurs à une société américaine qui s'appelle FIS, FIS en français, qui est quasiment la plus grosse société américaine de logiciels spécialisée sur les logiciels financiers dédiés aux sociétés, enfin aux acteurs du monde de la haute finance. Et donc, c'est vrai que cette première aventure était plutôt une success story. Bon, là, dans la première aventure, il y avait aussi une implantation aux États-Unis. Il y avait une implantation un peu sur les 5 continents. Et c'est vrai que ça s'est bien passé. Et on a mis fin à l'histoire en 2006 parce que on a une très, très belle proposition de FIS. Et donc, on a vendu la société et on a rebondi quelques temps après, donc en 2008, en créant Enovea, cette fois-ci, avec un positionnement complètement différent. Initialement, on n'était pas positionné sur les marchés dérivés, mais en 2012, moi, j'ai vraiment tenu à revenir sur les marchés dérivés parce que c'est un marché qui est quand même très intéressant d'un point de vue techno et d'un point de vue fonctionnel, et surtout par la population hein, qui œuvre sur ce secteur. Et donc, j'ai intégré en 2012, et Novea intègre en 2012, une société qui s'appelait Crystal. Et en fait, cette société Crystal était constituée, fondée par les personnes avec lesquelles on avait créé la première société Emos. Donc, l'aventure partait bien puisque c'était avec les mêmes personnes. Voilà, on se disait, bon, voilà, tout va très, très bien se passer. Et au début, donc, l'aventure se passe bien. On crée une première société en Angleterre, Enovea Ltd, pour distribuer, pour vendre les produits Crystal, donc pour les marchés dérivés. Puis après, on se dit, bah, c'est bien, mais il faut aussi aller beaucoup plus loin. Là, on avait abordé le marché européen et on s'était dit dans notre stratégie qu'on allait faire aussi les marchés américains
et les marchés ensuite Asie. On avait un grand plan de développement sur 5 ans qui était plutôt, enfin voilà, on était assez serein, on va dire, sur notre plan de développement. Ce qui nous manquait, évidemment, c'était l'activité commerciale, notamment aux États-Unis. Alors, initialement, le commercial était réalisé par l'un des associés, mais cet associé, comme par hasard, c'est là où voilà, il y a un peu de perso qui se mêle au pro. Cet ex-associé, c'était mon ex-mari avec qui on a divorcé. Donc, du coup, il a quitté la société. Donc, je n'avais plus de commercial pour assurer la vente de cristal partout dans le monde. Et donc là, comme là, l'objectif, c'était vraiment de viser les marchés Chicago, New York, là où sont vraiment les principales bourses sur les marchés, sur ce type de marché. Et donc, j'ai embauché un Américain qui avait la double nationalité française et américaine. Il avait la fameuse green card. Et donc, on lui a fait une fiche de poste, on lui a expliqué la stratégie. Il nous a coûté. Alors, c'est là où la première découverte, c'est les salaires aux États-Unis qui n'ont rien à voir avec les salaires français. Alors ça a été, on avait fait un budget. Donc le premier truc, c'est que le budget a été doublé. En fait, il avait un fixe à 160 000 euros. Et ça, c'était que le fixe. Il lui fallait en plus le variable. Bon, heureusement, on avait négocié que le variable, ce serait sur les résultats. Donc nous voilà avec notre Américain qu'on rapatrie à Paris, à Paris, en Normandie, pour le former sur notre fameux outil Cristal, qui est quand même un outil hyper complexe parce que, en fait, c'est un outil sur lequel il y a énormément de volumétrie. Il faut savoir que sur les marchés dérivés, il y a à peu près 600 000 milliards de dollars qui circulent par trimestre. Donc, vous imaginez qu'un système informatique capable d'assurer la volumétrie déjà nominale, c'est pas simple, mais en plus, le système doit absorber les pics de volumétrie qu'il peut y avoir au moment d'une élection présidentielle ou pendant la crise Covid. Il y a eu un gros pic de volumétrie au démarrage. Enfin bref, alors tout ça pour dire que j'intègre mon Américain on le forme sur le produit, on le forme sur l'environnement fonctionnel. Enfin, il était capable de faire une démo au bout de 6-8 mois, donc c'était plutôt pas mal. Et il a réussi à finaliser une vente avec un contrat qui était plutôt intéressant pour nous. Hein. C'était un contrat à peu près 300 000 euros par an. Donc, on était plutôt ravis. On se disait au début, bon, voilà, l'aventure, elle est sympa. Seulement, il s'est passé autre chose, là, qui a été aussi très négatif. C'est que cette personne, avec sa mentalité très, on va dire, très ouverte, très libre, et là, il y a peut-être aussi un décalage culturel entre un Français et un Américain, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que il s'appelle Vivian. Donc, Vivian a convaincu j'avais encore un associé dans la société qui s'appelait David Duval, a convaincu David Duval, je ne sais pas lequel a convaincu l'autre, hein, mais toujours est-il qu'ils ont décidé tous les deux de créer une société concurrente d'Enovea, après avoir acquis toutes les connaissances. Hein. Donc, ils ont créé une société concurrente d'Enovea et ils ont embauché 8 personnes de ma société. Ils ont créé la société unique avec des ressources Enovea, avec les offres Enovea, et ils ont camouflé tout ça en faisant croire qu'ils créaient une société. La société s'appelle Infine, qui faisait de la conciergerie pour Airbnb. Voilà, service de conciergerie Airbnb. Donc, ils ont bien camouflé le truc. Bon, nous, on a fini, moi, quand je voyais la fuite de mes collaborateurs, je sentais bien que Vivian et David n'étaient plus dedans. J'ai commencé à me dire aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Et au final, tout le monde est parti, hein, quasiment en moins de 6 mois. J'ai perdu énormément d'argent. Hein. J'ai perdu
si je fais le bilan de tout ce qui s'est passé sur l'offre Cristal, on est à plus de 600 000 € de pertes quand même. Pour nous, on est encore en train de guérir de cette aventure. Pourquoi? Parce que si vous cumulez les salaires, si vous cumulez tous les salons qu'on a fait, en fait, il faut savoir que faire un salon aux États-Unis, en France, vous vous en tirez à moins avec 2 000 €, vous pouvez faire un salon. Aux États-Unis, c'est pas possible. Enfin, nous, les 2 salons qu'on a fait nous ont coûté déjà, c'était à coût de 20 000 €. Donc, à chaque fois, voilà, beaucoup de dépenses. Donc, au final, Vivian, David, il y a aussi Rémi Cansan, qui était un commercial qui était complètement sur un autre secteur, mais qu'ils ont réussi à attirer. Donc, on a perdu pas mal de ressources. Et surtout, ils nous ont piqué le fameux contrat à 300 000 € qui leur a permis de lancer leur activité. Donc, on a eu tous les déboires. Alors, on va dire peut-être la chance que j'ai eue dans le cauchemar, entre guillemets, c'est que on avait fait un contrat de prestation de service avec Vivian, avec notre Américain, qui était assez bien bordé. Et là, je remercie mes avocats parce qu'on n'aurait pas fait ça, je me retrouverais sans rien et sans aucune possibilité de me défendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, même avec mon ex-associé, en fait, en France, si vous n'écrivez pas un pacte d'associé, l'associé en France a tous les droits. Il peut très bien créer une société concurrente. Il y a très, très peu de moyens de se défendre. Par contre, avec le fameux Vivian, on avait fait un contrat avec une clause de non-sollicitation de personne, une clause de non-concurrence. Et c'est ça qui fait que maintenant, depuis, on est en procès. Alors, moi, je me suis attaquée à lui déjà il y a plus d'1 an maintenant, ça doit faire 18 mois. Je lui cours après, parce qu'évidemment, quand il a vu que je l'attaquais là-dessus, il a fui. Alors, il a fui au début en Angleterre, il est retourné aux États-Unis, il a changé d'adresse 4 fois, mais c'est grâce en fait, et c'est là où la justice américaine est très forte, c'est qu'ils l'ont retrouvé, parce qu'aux États-Unis, quand ils ont un sujet, la justice va jusqu'au bout, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Mais en tout cas, là, on a été aidé par le shérif de New York qui a cherché partout le fameux Vivian, qui l'a retrouvé. Et donc, on commence à l'emmener au tribunal et tout ça. Enfin, il a pu recevoir l'assignation. Enfin, on peut enfin démarrer le procès. Mais voilà, l'aventure a été plutôt négative, parce que finalement, on avait un super produit qu'on avait déjà réussi à vendre aux États-Unis dans un premier format. Alors, comment on avait réussi, en fait, dans le cas de la première aventure, dans le cas d'Emos, on embauchait des VIE qu'on mettait aux États-Unis, où on en avait mis aussi un à Sydney, un à Singapour, on en avait mis là où étaient implantés nos clients. Et ça fonctionnait pas mal. Ça fonctionnait pas mal. Là, le problème que j'ai eu, c'est que finalement, j'ai fait venir l'Américain pour le former. Après, lui, il est reparti et je n'avais pas d'ancrage aux États-Unis. Et c'est là où ça a périclité, en fait, parce que un Américain, point de vue management, ça ne se suit pas du tout comme un Français. Il n'y a pas du tout… Enfin, moi c'est ce que j'ai ressenti. Il y a moins d'autonomie. Il faut tout le temps les marquer à la culotte. Il faut tout le temps leur demander ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Si vous ne faites pas un suivi comme ça, vos œuvres, ils repartent dans la nature et ils font n'importe quoi. Donc, moi, c'est un peu en quelques mots le résumé que je ferai de mon aventure, aux États-Unis. Je vous présente rapidement ce qu'on fait. Mécanolab, on fabrique des machines pour le nettoyage des pièces mécaniques, donc dans les industries de l'automobile, de l'aéronautique, des gens qui fabriquent des pièces de moteurs d'avion, des moteurs de voitures, qui fabriquent des pièces mécaniques. Il y a dans les processus de fabrication, alors le cas classique, c'est sorti d'une machine d'usinage où la pièce fabriquée en métal, elle est pleine d'huile de copeaux. On va la nettoyer.
pour les processus qui sont derrière. Ça peut être des processus de contrôle d'étanchéité, de peinture, d'assemblage. Enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles on va nettoyer les pièces mécaniques dans leur processus de fabrication. Et donc, nous, on conçoit, on fabrique et on fait le service associé à ces machines qui sont donc chez Renault, chez PSA, mais aussi tous les autres fabricants de véhicules, mais aussi et principalement chez tous les équipementiers. Donc, on va travailler avec tous les équipementiers de l'automobile, de l'aéronautique, etc. Donc, nous, l'aventure américaine, elle a un petit peu… Juste un petit détail, est-ce que vous travaillez avec Michelin et Airbus qui sont pas si loin? Alors, Michelin, très peu, un tout petit peu. Hein. On doit avoir 1 ou 2 machines sur Clermont-Ferrand et on a fait une machine Non, pour… mais aux États-Unis, parce qu'ils sont pas loin. C'est pour ça Non, que je vous disais ces deux-là. non, aux États-Unis, non, pas du tout pour l'instant. Airbus, on travaille avec eux en France, mais pas aux États-Unis. D'accord. Donc, Je pourrais vous mettre en contact avec Michelin parce que nous, on a fait un gros projet qui a duré 8 ans pour Michelin. avec grand Donc, plaisir. si vous voulez des contacts, on en a pas mal. J'en ai aussi, en fait, ils sont en Caroline du Sud. On est à côté, nous. En fait, c'est pour ça que je vous disais ça, quoi, Mathieu. Mathieu, c'est ça, anyway. Et puis Airbus aussi, j'ai fait des séminaires chez Airbus. Ils sont en Alabama et donc je pourrais essayer de vous introduire si vous voulez, quoi. Ils sont, Ouais, voilà. je prends Et avec puis, grand voilà. plaisir. C'est des jolies choses, quoi. Voilà. Donc nous, en fait, la voiture côté États-Unis, en fait, elle a commencé, nous, on exporte, on a fait de l'export, en fait, au-delà de l'Europe, on faisait plutôt de l'export d'opportunités jusqu'en 2013-2014. Ce qui s'est passé dans ces années-là, c'est qu'il y a un client, donc c'est Jitect, qui est un gros équipementier plutôt d'origine nippone, avec qui on avait développé une techno sur l'Europe, qui nous dit j'installe de nouvelles lignes de fabrication dans le Tennessee, au Tennessee, et j'ai potentiellement besoin de 40 machines sur les 3 prochaines années. Donc c'est une machine prix moyen à peu près 100 000 euros, hein, donc on parle de 4 millions d'euros, à peu près de 4 millions de dollars de business potentiel. Par contre, je ne veux pas les faire fabriquer de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'en termes de services à présenter, etc. Donc, voilà les 2-3 fabricants de machines avec qui on travaille côté US. Est-ce que vous voulez bien leur confier un contrat de licence? Donc ça, on s'est dit, ça ne nous plaît pas trop. En fait, on développait déjà une relation naissante, mais qui était prometteuse avec un service partner au Mexique. Et on a discuté avec notre service partenaire au Mexique et on a créé une filiale donc au Mexique à Querétaro pour fabriquer les machines du bon côté de l'Atlantique et pouvoir servir le client donc au Tennessee. Et voilà comment un petit peu on a commencé l'aventure côté nord-américaine donc avec la création en 2015 de l'entité WashTech au Mexique. Donc on est associé avec un Français qui habite là-bas depuis plus de 20 ans. Et qui avait déjà créé sa société de service. Et donc, en parallèle de sa société de service autour de la machine-outil, on a créé WashTech pour faire ces machines-là. Donc, voilà, on a eu ce premier contrat. Après, on a 2 nouveaux clients qui sont arrivés. Et puis, on était arrivé maintenant dans une phase où il fallait encore développer la partie commerce. Donc, et on voit bien que le commerce depuis le Mexique, ça avait un peu ses limites. Et on avait donc avec le dirigeant du Mexique, on s'était dit, ça faisait 2-3 ans qu'on se disait, il va falloir qu'on fasse quelque chose depuis le sol américain, créer un bureau de vente pour avoir, en fait, on voit que les Américains, on a des coûts, on fait des coûts aux États-Unis, on arrivait quand même, mais c'était plutôt des donneurs d'ordre européens qu'on arrivait à accompagner là-bas, mais enfin, voilà, on faisait des tout petits coûts. Mais on voit que le client américain moyen dans nos industries ne sait pas bien importer. En fait, et même en termes de veille technologique, si ça ne se passe pas aux États-Unis, ça n'existe pas. On a, nous, ce sentiment-là, c'est que les quelques clients qu'on a captés, on a un client qui nous envoie un chèque d'acompte par la poste au Mexique. Un chèque de banque, un chèque US au Mexique, bah, on lui a renvoyé, on lui a dit non, désolé, on ne peut pas l'encaisser à Querétaro, un chèque d'une banque américaine, on n'a pas de compte américain, donc faites-nous un virement, quoi. On voit bien que culturellement, c'est compliqué. Donc, du coup, on a entrepris de développer au Mexique, de développer un bureau de vente aux États-Unis et on a choisi de salarier. Pourquoi le Texas? En fait, c'est une opportunité. On avait parmi nos clients
on avait détecté un Français travaillant chez Gitect, donc chez notre client, quelqu'un qui avait, voilà, qui on avait une bonne relation, qui était un ingénieur méthode, qui n'était pas du tout un commercial, mais qui était plutôt du côté client. Et on s'était dit, si un jour on crée, on essaiera de lui proposer le poste. Et donc, c'est ce qu'on a fait l'été dernier quand on a vraiment activé. Quand on a activé donc en août 2020, en août-septembre 2020, quand on a dit OK, on va y aller, on a monté un dossier d'assurance prospection pour essayer de minimiser un petit peu notre action là-bas. Et on a lancé, voilà, on a essayé de caler un petit peu, voir les erreurs à pas trop commettre. Avec le Covid, ne pouvant pas nous rendre sur le territoire américain, s'est posé pas mal de questions. Et puis on a finalement on a trouvé l'opportunité de créer avec Pramex. Donc Pramex, c'est une filiale du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne qui nous a permis de, en fait, on leur a délégué dans nos statuts un rôle de corporate secretary, ce qui leur permet de nous représenter pour faire toutes les démarches fiscales, administratives, etc. Et ce qui nous a permis donc de créer. Donc on a créé une corp dans le Delaware avec donc une adresse. Foreign entity. Ouais, une adresse. Une adresse à New York pour la partie comptabilité administrative, etc., dans les bureaux de Pramex à New York. Et on a donc notre salarié sur l'entité en home office depuis chez lui au Texas. Voilà. Donc voilà aujourd'hui comment on est organisé. Au niveau salarial, on n'est pas aussi haut que ce que vous aviez, vous, dans la partie finance. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas pris un pur commercial. Au départ, on m'avait dit un directeur commercial US, ça vaut 200 000 $ l'année. Nous, on est plutôt sur un peu plus de 100 000 $ par an. Ce qui reste, je dirais, sur un profil, on va dire, c'est un ingénieur confirmé, mais c'est un commercial junior. Donc, nous, heureusement, on a une vente qui est très, très tournée technique. Et bon, voilà, aujourd'hui, on espère avoir fait le bon choix. Et je confirme qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup les suivre et il faut être du soir, en fait. Moi, je fabrique des capteurs de température. Donc, on est leader français dans le capteur de température industriel, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'aéronautique, avec le nucléaire, avec l'automobile. Enfin, on est très, très large, très diversifié. Parce que la mesure des températures est un des paramètres les plus mesurés au niveau industriel. Donc, il y en a à peu près partout. Et donc, en 2004, on a eu l'opportunité de racheter l'ex-leader mondial qui avait été à 500 personnes, mais qui n'en pesait plus que 60 aux États-Unis. Parce qu'il avait vendu par appartement, donc nous, il y avait encore la partie capteur de température qui nous intéressait. Il était implanté au Canada, il y avait une petite unité de 10 personnes. Il était implanté en Angleterre, une dizaine de personnes, et puis un bureau en Inde et un bureau en Belgique. Donc, on a été pratiquement jusqu'à la fin de la négociation, ça c'était en 2004, et le distributeur comment dire, qu'il y avait au Canada nous a soufflé l'affaire sous le nez. Donc, on a rompu immédiatement. C'est complètement dingue. On devait signer le lundi et le vendredi soir, on reçoit un message comme quoi on arrête tout. Bon, ok. Parce que là-bas, on avait pris un ami de mon frère, parce que je travaillais avec mon frère, qui n'est plus un ami du tout, je t'expliquerai après pourquoi, qui effectivement était marié avec une Française. Et donc, il avait vécu un peu dans le coin, là. Et donc, c'était un ancien banquier de la Bank of America. Il était en reconversion, donc il savait pas quoi faire. Donc, il nous a aidés. Non, lui, non, il est pas encore en prison. Oui. Puis je ne souhaite pas quand même si on s'est fâché. Mais donc, ça nous passe sous le nez. Donc, on se remet sur une petite. En discutant, il y avait un des commerciaux là-bas avec qui on avait bien sympathisé, qui nous dit il y a une petite boîte en Pennsylvanie qui est à vendre. L'autre était dans le New Jersey, à côté de New York. Et donc, fin 2004, on a l'opportunité de racheter une petite boîte en Pennsylvanie, à côté de Philadelphie. Et donc, on traite cette petite affaire-là pour s'implanter là-bas avec notre partenaire. Donc, on monte gentiment une petite société, alors dans le Delaware, bien sûr, puisqu'on est à côté, mais avec l'opérationnel sur la partie
à côté de Philadelphie. Et là, donc, on fait une petite société à 20% pour lui, 80% pour nous, donc 20 000 à 100 000 $. Sauf qu'effectivement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'après, je pense qu'il a fait vraiment un LBO sur notre dos, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, et par contre, 6 mois après, le distributeur finalement canadien jette l'éponge, et donc il nous rappelle, et donc on rachète la deuxième société. Donc là, on se retrouve effectivement en 2005, on a 2 sites, un dans le New Jersey, un à Philadelphie, avec des cultures un peu différentes quand même, parce que c'est vrai que, comme Oui. disait Vanina, la mentalité new-yorkaise, entre guillemets, et la mentalité à côté de Philadelphie, c'est pas du tout la même. Bon, les salaires d'abord sont pas du tout les mêmes non plus, hein. Et je crois que c'est vrai que c'est une grosse différence. Donc on a commencé effectivement à développer. Alors quand je dis qu'il a fait un LBO sur nous, c'est que il avait fait comment dire, une vendeur due diligence, enfin pas une vendeur, mince, enfin, il n'avait pas tout payé, on devait payer à terme, enfin à crédit une partie, donc on a à chaque fois qu'il avait besoin de sous pour payer le vendeur, nous on envoyait des sous, Alors, on en est rendu à pas mal de quelques petits millions de dollars là actuellement, donc ça commence à faire un peu. Et donc en 2016, on a décidé finalement de le virer. Donc on l'a viré quand même, parce qu'on avait la chance de recruter un Français qui était à côté de Philadelphie, un jeune, 40 ans, ingénieur, MBA à Harvard. Il était HP pour le groupe Alstom, et Alstom voulait le rapatrier. Il gérait la partie Alstom, enfin une petite partie d'Alstom, qui a été maintenant reprise par General Electric du côté de Philadelphie. Et comme il était HP, il voulait le rapatrier en France, sauf que lui, il voulait rester aux États-Unis. Donc, comme on l'avait rencontré, on a refait. Donc, en 2013, il nous a rejoints. Et c'est pour ça qu'on a réussi à virer l'autre en 2016, hein. Donc, en se débarrassant de ça. Et donc, là, pour l'instant, donc la chance qu'on a, c'est qu'on a développé maintenant l'Inde, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine de personnes en Inde. On a fermé par contre le Canada, donc on est une centaine de personnes, hein. Cette année marche très bien. Mais par contre, il y a un énorme problème, par exemple, au niveau des banques. C'est-à-dire que crédit banque, il n'y a pas. Ça veut dire qu'ils vous disent, je vous prête 300 000, vous me mettez 300 000 sur le compte. Alors, dit non, ça ne sert à rien. On ne va pas vous mettre 300 000 pour que vous nous prêtiez 300 000. Mais ça, c'est la règle. Avec les PME là-bas, vous Aux n'arrivez pas à États-Unis? lever. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. Il y a une histoire de crédit score aussi. Maintenant, vous l'avez, votre crédit score. Mais oui, c'est vrai qu'ils prêtent, quand on dit qu'on prête qu'aux riches, c'est un peu l'histoire, quoi. Ah bah oui, quand même. Là, pour l'instant, on a fait une lettre de crédit de la holding française sur une banque, sur une petite banque à Philadelphie, où on a eu une lettre de crédit. Ça veut dire qu'ils nous ont ouvert un crédit Mais c'est parce que cher, ça. non, ça va, ça, on n'est pas. Nous, c'est la France qui garantit, là-bas la banque en cas de problème. Mais sinon, ils vous prêtent pas, quoi. Il n'y a pas un découvert, il Vous n'y a êtes rien, ça sûr de existe ça, pas. Jérôme? C'est pas logique parce que Voilà. vous avez un crédit score maintenant depuis longtemps. On s'est battu avec les Euh, banques, parce que non, il faut savoir quand même que la boîte, lors de de la première partie, on a quand même mangé un peu d'argent. Donc ça veut dire qu'on était quand même légèrement en déficit. Donc ça y est, là, on commence à la faire cracher, Vous avez un heureusement. crédit score ou vous n'avez pas de crédit score? Qu'est-ce que vous appelez Credit Store? C'est votre crédit historique. Alors, si jamais vous avez fait des dettes ou qu'ils voient que vous avez été dans le rouge, ça peut vous porter préjudice. Là, le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'ils ne veulent pas nous prêter parce que, comme il y a une grosse dette vers la France, ils ont l'impression que s'ils nous prêtent, on va s'en servir pour se rembourser. Et donc, c'est ce qu'ils disent. Ils disent ouvertement, nous, on ne veut pas que l'argent qu'on vous prête, il reparte en remboursement sur la France parce que vous avez effectivement des dettes envers la France. On a mis quand même pas mal d'argent. Donc Donc, bon, c'est ça, vous avez c'est un la mauvais vérité. crédit score pour eux, ils ne Voilà, veulent je pas vous pense. prêter. Mm. Bon, enfin, ça y est, c'est Ok. réglé. On a réussi par une lettre de crédit française, enfin, par une garantie française à s'en sortir. Alors, Et là, pour l'instant, ça marche bien. On est il y content. a quand même une banque franco-américaine, hein, qui joue un petit peu le jeu, quoi. On a essayé. Là, on a essayé par. Nous, on est Crédit Agricole, Société Générale et CIC. Et de faire le lien en disant la Société Générale, on prend Société Générale US ou on prend
Le Crédit Agricole, c'est un dos Suez, je crois, là-bas, enfin, c'était l'équivalent. Non, Là, mais ça le truc, marche c'est pas. qu'ils ont des partenaires, mais ils n'ont pas racheté. Alors, par exemple, si vous voulez, je vous mettrai en relation avec la BNP, elle a racheté la Bank of the West. Donc, ils sont sur les deux territoires et ils ont plus d'habilitation. Bon, là, pour l'instant, on s'en sort, là. Oh, ok. Ça y est, on s'en est sorti. Donc ça, c'est la première histoire, le premier investissement qu'on a fait. Et puis, on a également une autre unité dans le nord de l'Angleterre, qui est on a fait une intégration verticale d'un fournisseur. Donc, on a à peu près 80 personnes dans le nord de l'Angleterre. On fabrique un des éléments particuliers de notre besoin en composants, à la limite. Et donc, c'est notre fournisseur. Et on a décidé effectivement d'attaquer le marché américain. On avait déjà un premier client, c'était nous. Et puis de commencer à voir comment on pouvait faire. Donc en 2018, je crois, on a commencé effectivement. On avait un Chinois en plus, on s'était associé avec un Chinois. Ne jamais vous associer avec un Chinois. C'est-à-dire que vous faites. Alors attendez, là on s'est débarrassé de nos parts, on lui a dit tu reprends nos parts, tu nous rembourses, on ne veut rien savoir. Ah non, c'est des pourris. Ce sont des vrais pourris. Ça veut dire que Ouais. vous faites un contrat avec eux, vous êtes obligé de le respecter, eux, ils n'ont pas besoin de le respecter. Ça veut dire que le contrat, il ne sert à rien. Alors, Jérôme, nous aussi, on a fait, ça nous est arrivé, mais en fait, c'est un problème culturel. Ce qu'on voit honnête chez nous ou malhonnête chez nous, ça va être honnête chez eux dans le cadre du business. Ouais, complètement, c'est une catastrophe. Donc, C'est-à-dire c'est qu'ils très, sont- très, très, très difficile. C'est super Donc, difficile. voilà, donc ils devaient nous apporter une grosse part de marché. Donc, on a pris un beau bâtiment, 20 000 $ de loyer par mois. Donc, on devait effectivement le rentabiliser assez facile. Puis, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En plus, il y a eu la crise du Covid. Donc, ça veut dire que là, 240 250 000 € de loyer par an avec peu de chiffre d'affaires, ça fait très mal. Donc, cette expérience-là, elle n'est pas terrible. Là, pour l'instant, ça y est, on commence à être l'équilibre parce qu'effectivement, on a réussi à réduire le loyer. Mais par contre, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des lawyers, c'est-à-dire que là, l'énorme problème, c'est que vous ne négociez pas avec un loueur, vous ne négociez pas. Et en plus, Non, oui. il vous fait peur. Donc, ça veut dire que là, nous, on était avec les Anglais, c'est nos Anglais qui gèrent, même si nous, on est majoritaire sur cette partie-là, puisqu'on a 70% des US, là. Donc, sur cette unité-là, ce qui est Enfin, WRIA. Jérôme, si vous pouvez quand même négocier, mais le truc, c'est si vous prenez pour un bail de 10 ans, par exemple, vous en avez pour 10 ans. Vous allez devoir le payer pour 10 ans, sauf à trouver quelqu'un qui peut être agréé d'ailleurs par le landlord à remettre dedans. Donc, il faut être extrêmement vigilant quand on fait un bail commercial. Alors là, justement, Et puis, il faut savoir si vous faites triple net, pas triple net. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut faire. Voilà. Super. Donc, on était sur 3 ans. Donc là, ça y est, ça finit au mois d'avril. Donc, ça y est, on va arriver à réduire. On a réussi à trouver un sublease. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui nous a repris derrière. Et donc, on a réussi à le faire rentrer dedans. Et donc, on est passé alors à 6 000. Alors, pourquoi on est passé à 6 000? C'est qu'au départ, effectivement, il nous a. Le loueur, quand je dis ce sont des vrais pourris, c'est qu'effectivement, il nous a menacé d'aller au tribunal, il nous a menacé de nous mettre à la courte, tout ça. Donc, nos Anglais là, qui géraient ça, on disait, on est mal, il faut continuer à payer 11 000, 12 000 $. Et je dis non, moi j'ai fait les calculs, on leur doit 6. Donc, j'ai fait tout un courrier. Alors, j'ai la chance, peut-être, je suis vice-président du tribunal de commerce d'Évreux. Ça veut dire que j'ai fait mon courrier comme, à la limite, un courrier de plaidoirie, entre guillemets, ou d'avocat, avec mes conclusions. Et ça veut dire que à chaque fois, je prouvais par A plus B ce que je disais. Et donc, ça fait pratiquement 6 mois. Et ça fait 6 mois que j'ai plus aucune. Il devait m'attaquer, il devait nous envoyer à la cour. Et ça fait 6 mois qu'effectivement, on paye 6 000 $ et puis il dit plus rien. Et puis c'est terminé. Et je pense qu'effectivement, il faut faire extrêmement attention. Ils sont extrêmement procéduriers là-dessus. J'ai juste une anecdote également, si vous voulez, sur la première unité. On a un biker, donc le vrai, le tatoué, ah mais non, mais c'est vrai, super. Moi, je trouve ça génial. Il avait une Harley, j'ai une Harley. Je m'entendais bien avec lui, c'était drôle. On plaisantait. Le gros biker, mais le type, presque un peu dangereux parce qu'on pense qu'il est même armé, tout ça. Donc Il est armé. Il est certainement armé. Lui, il est armé. Tatoué de partout. Non, ça
Mesdames, vous avez de la lecture le soir avec un cas comme ça, hein, vous pouvez y aller. Hein. Ah, c'est superbe. Non, non, mais donc, et puis donc, on a essayé de comment dire, de le recaser parce que ça allait pas. Et puis finalement, à un moment, on a décidé de s'en débarrasser. Et donc, on l'a licencié. Et là, eh ben, comment il s'appelle? Attendez, il y a un nom, John Doe. C'est John Doe qui nous a attaqué. John Doe, c'est l'équivalent de Henri Martin, c'est le nom bidon quand on Voilà, attaque c'est ce quelqu'un. qu'ils mettent dans toutes les Voilà, assignations, John toutes ces Doe, désignations. pour dire Voilà, John machin, Doe. pour dire truc, voilà, Voilà. machin. Sauf Voilà, qu'il ne Henri peut pas dire Martin. que c'est lui, donc il dit que c'est John Doe. Et donc le John Doe, il nous a dit qu'on l'avait licencié parce qu'on avait découvert qu'il était homosexuel et qu'il avait le sida. Et donc il a attaqué la boîte, il a attaqué notre directeur général et il a attaqué effectivement notre responsable de production. Mais ça passe dans les journaux, dans la Gazette de Philadelphie. Attention, ça rigole pas. Hein. Et là, alors, on parlait d'assurance tout à l'heure. La chance qu'on a, c'est qu'on avait une assurance au niveau des salariés qui nous couvrait jusqu'à $100 000. Et là, alors, ils nous avaient attaqué pour $250 000. On vient de transiger à 30 000. Et là, c'est l'assurance qui paye. Mais ce qui est complètement incroyable, c'est qu'effectivement, on a été obligé de plier. Là, comment dire, mon directeur général, le français, et puis le directeur américain et la société, on est noté comme quoi on a été attaqué et qu'on était en discrimination par rapport à un homosexuel soi-disant atteint du sida. On sait pertinemment que c'est complètement bidon. C'est que si le biker, on dit à ses copains bikers qu'il est homosexuel et qu'il a le sida, mais il va se prendre une balle parce qu'ils ne le croiront jamais. Enfin, mais donc, ça veut dire qu'ils peuvent attaquer pour tout et n'importe quoi. Il faut faire extrêmement attention à ce niveau-là. Et Ouais, mais là, alors je ne sais pas on s'il a été a obligé eu de un payer. bon avocat, parce que si frivolos lawsuit, il aurait dû quand même dire que c'était frivolos à la base. Parce que c'est Là, n'importe quoi. c'est l'avocat de la grosse compagnie d'assurance. Hein. Donc là, c'est du solide quand même qu'on a en face. Mais c'est de dire, on se fait attaquer pour un truc comme ça, improuvable, mais ça prend tout de suite des proportions où oui, ça passe dans la Gazette de Philadelphie, quoi, avec le nom de la société et le nom de mes collaborateurs là-bas, ce qui est complètement dingue, quoi. Donc alors, on est content d'être aux US. On n'en profite pas comme on veut. On a mis pas mal de pognon là-bas. Donc si un jour on vend, j'espère, on va, je pense, récupérer quand même notre argent, mais je ne suis pas sûr qu'on ait Rentable gagné. pour toi quand même, Jérôme? Pardon? Ça finit par être rentable pour toi quand même? Ouais, ça y est, là, la première partie, là, on va dégager. On est à 12 ou 13% des bidas, donc là, cette année, là, depuis Au bout year to de date, donc on est combien de bon. temps? 6 ans? Bah, ça fait 2005, celle-là, la première. La première. Hein. Et on a mis 5 ou 6 millions de dollars dedans, quoi. Ah oui, Donc, d'accord. ça commence à faire. Hmm. Alors, mais ça, bon, on va les récupérer. Et puis l'autre, ça y est, elle nous coûte plus d'argent, celle de l'Ohio. Et puis, bon, maintenant que le Covid est fini, maintenant qu'on peut commencer à voyager, effectivement, nos Anglais sont partis faire ils étaient là toute la semaine pour faire une tournée des clients, tout ça, pour essayer de redynamiser les ventes. Et en plus, comme on a vraiment réduit notre loyer, notre structure, et puis qu'on a viré notre partenaire chinois, ça va y aller. Mais pareil, on a un petit million de dollars encore de dette sur ce côté-là, quoi. Enfin, on a mis pas mal d'argent aux US. Donc, on va les récupérer. On va y arriver, mais bon, c'est pas simple quand même. Moralité, il faut mettre quand même un bon billet sur la table pour espérer Il y a plein percer. de surprises. Il y a plein de surprises et il ne faut pas y aller en pensant qu'effectivement, on va monter une SARL ou même une société à 100 000 $ et puis que ça va se passer tout seul. Pas du tout. Il y a toujours des surprises et les salaires, effectivement, sont chers. C'est un ingénieur, nous même du côté de Philadelphie, c'est dans les 130 000 $. Hein. Oui. Notre DG, il est à 250 000. Hein. Donc, ça commence à faire, quoi. Donc, ça tape un peu. Et si on veut les garder, là, va falloir qu'on lâche pas mal d'augmentations. Hein. Comme disait Vanina, actuellement, c'est extrêmement volatile. Là, Oui, c'est volatile. ça bouge partout. Ben, on les garde avec des bonus. Hein. Bon, après, il y a une culture d'entreprise à instaurer aussi quand même. Alors, par contre, par rapport à la différence de la France, il faut voir aussi que vous avez quand même beaucoup moins de charges sociales. Hein. Vous êtes à 9% avec la Worker Compensation incluse. En France, on est plutôt à 40%, 42%, quoi. Donc, avec les deux, vous y retrouvez quand même. Hein. Nous, on a fait 130 000 $, même avec 9%, on ne paye pas ça à un ingénieur en France. Hein.
J'avoue, je ne sais plus les prix pour ce. Si, quand même, Jérôme, tu en as bien à 70 000 € chez nous annuels, quand même, et tu rajoutes. Avec 40%, ça fait dans les 100 000. Avec 110 000, eux, là-bas, ils sont à 150. Hein. Ça fait 50% de plus, pratiquement. Hein. Ça commence à faire. Hein. Donc, voilà mon expérience. Donc, pour l'instant, ça va. Allez, je suis serein, puisque comme je suis d'un tempérament optimiste, je me dis de toute façon, on va y arriver. Mais là, apparemment, ça y est, on voit le bout du tunnel. Là. On va commencer à récupérer des sous. Là. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas lâché, quoi. L'équipe a continué à avancer, tu as du monde sur place. Tu sais, quand tu as mis 4 à 5 millions sur la table, tu commences à te dire, j'abandonne pas. Il faut que j'arrive à la redresser la boîte. Hein. Mais en fait, c'est une vraie réflexion de se dire, est-ce que je me coupe un bras ou est-ce que je continue à mettre le ruisseau en route, quoi. Donc, on y a pensé, mais c'est vrai qu'à la limite. Par contre, il y a un truc qui est complètement incroyable, c'est qu'effectivement, on n'a pas. Notre Français là-bas, il a bien sûr la green card. Nous, on peut pas du tout être représentant parce qu'on n'a pas de numéro de sécurité sociale. Donc, c'est-à-dire que là-bas, sans leur numéro de sécurité sociale, on peut rien faire. On n'a jamais eu de visa investisseur. Pourtant, on a essayé de regarder pour en demander. Même Pierre-Jean, je crois qu'il. Non, même Pierre-Jean Leduc, c'est pareil. On est dans la même situation. Parce on est très amis avec Pierre-Jean. Ça, c'est la spécialité de Vanina quand même, hein, le visa E2. Oui, investisseur. Puis vous, en plus, ce serait presque le EB5, quoi. Donc, c'est bizarre que vous n'ayez rien eu. Pourtant, je suis président là-bas. Mais tout le monde peut être président, mais après, vous n'avez aucun droit, quoi. On n'a aucun droit. Donc, voilà. Alors, nous, chez Lodescher, puisque je travaille pour Lodescher, une entreprise qui est spécialisée dans les solutions architecturales en bois massif. Donc, on habille les intérieurs des bâtiments, les murs et les plafonds avec des solutions en bois pour traiter l'acoustique et la résistance au feu essentiellement dans les bâtiments publics. Donc, on fait beaucoup de bureaux, beaucoup d'espaces retail, des hôpitaux, enfin bref, tous les espaces de vie et de travail de l'homme. Voilà, on a très peu d'expérience des États-Unis pour y vendre des produits. On a beaucoup d'expérience des États-Unis pour y acheter de la matière première, parce que ça fait très longtemps que Lodescher achète du bois aux États-Unis. Parce que le bois américain a la particularité de pousser beaucoup plus vite et beaucoup plus droit que le bois européen. Et donc, en matière première à transformer, quand on fait le métier qui est le nôtre, on a une qualité de bois qui est irréprochable et des volumes qui sont beaucoup plus faciles à avoir que si on achetait les mêmes qualités sur le marché français. Enfin, voilà. Donc, historiquement, on a une relation assez stable avec les scieurs américains qui nous permet effectivement de sécuriser une bonne partie de nos approvisionnements. Notre expérience commerciale aux États-Unis, elle est très, très opportuniste. En fait, on a des produits qui sont très facilement copiables et d'ailleurs, les plus gros concurrents de Lodescher sont des sociétés américaines. Donc, ils n'ont pas besoin de nous là-bas pour faire des produits similaires aux nôtres. Ils le font très bien eux-mêmes et dans des plus gros volumes que les nôtres avec des sociétés qui pèsent beaucoup plus lourd que le poids de Lodescher aujourd'hui. Par contre, on a la particularité d'avoir des produits qui sont un petit peu différents sur une partie de nos gammes, des produits qui ont été faits par des designers français et qui donc ne sont pas copiables facilement, puisqu'il y a un savoir-faire très particulier. Et puis, c'est des produits qui sont fabriqués sous licence. Donc, ces produits-là, oui, ils sont exportables facilement sur ces géographies-là. Encore faut-il qu'on ait les bons partenaires et les bonnes expériences. Donc, on a eu l'expérience de travailler avec un architecte qui a prescrit nos produits au Texas sur un projet de zone d'accueil dans un bureau. Donc, il y avait 200 mètres carrés d'habillage muraux à proposer. Et sur un produit qu'on ne peut pas faire ailleurs, puisque c'est un produit qui est exclusivement commercialisé par Lodescher. Et donc, voilà, on a eu la chance d'être prescrit, ce qui est un petit peu le nerf de la bataille pour nous dans notre activité. Et notre expérience, après, elle est devenue douloureuse lorsqu'on a commencé à livrer des produits, parce que malheureusement, on a des expériences de livraison en Europe et partout en Europe où tout est assez clair pour nous et facile. Et aux États-Unis, notre première livraison est arrivée, tous les produits étaient en vrac dans le conteneur
les palettes complètement abîmées, inutilisables. Bref, il a fallu mettre à la poubelle la première partie, la première livraison. On a refait donc une nouvelle fabrication qu'on a réexpédiée. Celle-ci est arrivée également endommagée, beaucoup moins parce qu'on avait pris encore plus de précautions sur la deuxième expédition. Mais là encore, il a fallu prendre en charge une partie de réparation sur la livraison du chantier. Enfin bref, notre expérience était un petit peu douloureuse. Du coup, la question s'est posée après de se dire, et ça c'est assez récent hein, puisque ça date d'il y a 4-5 mois, l'étape d'après c'était de se dire est-ce qu'il y a une appétence plus importante qu'opportuniste pour nos produits sur ce marché-là, et si oui, comment est-ce qu'on l'adresse? Et c'est là où je pense vos retours et vos expériences sont très intéressants pour nous, parce qu'on s'est posé la question effectivement de se dire soit on continue à exporter depuis la France, ce qui est très compliqué et ce qui nous amène les problématiques qu'on vient de vivre en termes de qualité de transport et maîtrise du transport sur des très longues distances. En fait, ce qui nous tue à chaque fois, c'est la rupture de charge. Hein. Chaque fois que nos produits sont déplacés, comme c'est assez fragile, on prend des risques. Donc une autre idée, c'était effectivement de se dire est-ce qu'on fait produire sous licence et donc on trouve quelqu'un sur place qui peut transformer nos produits en lui donnant la recette. J'ai bien compris que c'était une mauvaise bonne idée sur ce que je viens d'entendre, et que le risque majeur c'était comme nos produits sont protégés sur le marché européen mais pas jusque là-bas pour le moment, ça sert à rien d'aller donner la recette à quelqu'un d'autre pour qu'après il aille créer sa propre boîte et qu'il nous laisse tomber. Donc voilà, ça c'est réglé. Donc ça veut dire que demain, si on veut se poser la question des États-Unis et qu'on pense qu'il y a un vrai intérêt pour nous, il faudra le faire en trouvant un moyen d'y investir et de trouver une usine de transformation de bois avec des outils qui nous permettent de faire ce qu'on fait en France sur le marché américain. Mais là, ça veut dire que les enjeux économiques sont importants. J'entendais les retours d'expérience où on a mis sur la table 4, 5, 6 millions de dollars. Bon, le déchet, aujourd'hui, on fait 11 millions d'euros en France. On n'a pas encore les moyens d'aller dépenser ces types de sommes sur le marché américain. Et les investissements dont on parle pour acquérir des machines et une usine pour pouvoir transformer du bois correctement comme on fait ici en France sont quand même assez conséquents. Donc voilà, mon petit retour après vous avoir écouté, il est de dire j'ai bien compris qu'il y avait des risques à maîtriser et que si on voulait bien réussir une implantation aux États-Unis, il faudrait sans doute qu'on soit vraiment propriétaire de ce qu'on fait et surtout pas essayer d'aller s'associer avec quelqu'un en disant on vous transfère ce qui est unique chez nous et en vous faisant confiance, parce que j'ai l'impression que les retours d'expérience sont tous assez négatifs dans ce cadre-là.